Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. Nous sommes en duplex du Ghana avec Justin Koné Katinan, ex-ministre du Budget sous Laurent Gbagbo, vice-président du Front Populaire Ivoirien et porte-parole de l'ancien président ivoirien. Alors, Justin Koné Katinan, bonjour, et une précision sur le caractère personnel de cet entretien. Oui, je voulais dire que c'est un entretien que j'ai accepté de faire en mon nom propre. Oui. Il n'est pas reçu le mandat du parti, donc ce que je dis n'engage en rien le parti. Oui. Ce que je dis n'engage en rien le président qui n'est même pas au courant des choses. Mais ça s'inscrit dans la mission qui est la mienne, d'être de son porte-parole. Et j'estime que c'est de mon devoir, à chaque fois que le besoin se fait sentir, que je puisse m'exprimer sur des sujets qui me touchent. Tout à fait. Donc ça fait partie de mes initiatives personnelles. Et je veux bien rassurer les uns et les autres pour éviter qu'il y ait des confusions et des interprétations tendancieuses. Oui. C'est une initiative personnelle. J'ai accepté cette interview parce que j'estime qu'il y a des questions que j'ai besoin de déposer au monde par rapport au président Laurent Gbagbo. Et donc je m'en tiens à ça et je voudrais que cette question soit connue et acceptée de tous. Très bien, merci en tout cas pour cette précision. Vous vous en doutez bien. Notre première question, comment va le président Laurent Gbagbo? Il va bien, il va physiquement bien, il va moralement bien, il est à la tâche, il est à la fois dans la logique donc, de son combat pour sortir donc, de cette situation avec la CPI, mais il est aussi dans la prospection. Il est déjà dans une posture de prospection, une posture prospective. Il réfléchit donc à la Côte d'Ivoire, il réfléchit à l'Afrique, donc il va bien. Il a toutes les facultés, à la fois physiques et morales, et il continue de travailler. Et comment vit-il cette pandémie du Covid-19? On sait bien que plusieurs pays européens sont victimes, aux côtés bien sûr, hein, il y a aussi des pays africains, mais le président Gbagbo étant en Belgique, comment vit-il cette crise? Oui, difficilement quand même. Il a vu difficilement parce que il est en Belgique et depuis pratiquement plus d'un an qu'il est là-bas. Il les côtoie, ils sont devenus donc, il fait partie plus ou moins, qu'il le veuille ou non, il fait partie à son corps défendant, il s'est retrouvé là-bas sans sa volonté, mais aujourd'hui, il partage la peine des Belges, il partage la peine des Européens, il partage la peine de tous les Africains, du monde entier, par rapport à cette situation qui est évidemment difficile et très délicate. Mais surtout, il a une très grande pensée pour son peuple, pour ses compatriotes en Côte d'Ivoire, pour les Africains, parce qu'il est conscient que si cette crise-là, si cette épidémie prend des proportions aussi fortes en Afrique comme nous le constatons en Europe ou en Chine, il risque d'avoir des conséquences dramatiques. Donc il est en milieu de prière, il est dans des réflexions, il aurait bien voulu être en Côte d'Ivoire avec sa population, avec ses compatriotes, avec sa famille, ses amis. Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais là où il a une pensée profonde pour chacun de nous tous. Et il pense surtout, il pense en plus aux réfugiés, à ces milliers de réfugiés ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire depuis 2011 et qui sont dans les camps, dans les conditions de précarité qui les exposent davantage à cette crise. Tout cela, toutes ces personnes constituent donc ces inquiétudes, mais il garde aussi l'espérance, c'est quelqu'un de très positif, il garde l'espérance, il pense que l'humanité sortira plus forte de cette crise, c'est son souhait, et il prie Dieu pour qu'effectivement on puisse arriver à une solution rapide. Très bien. Alors justement, malgré son acquittement, le président Laurent Gbagbo est toujours tenu loin de son pays. Vous, qu'en pensez-vous, Justin Koné Katinan? C'est l'injustice qui continue. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Moi, je ne passerai pas par quatre chemins. Et puis, je ne suis pas adepte de la langue de bois. C'est l'injustice qui continue. On a l'impression que ce qui a commencé depuis 2000, dès que ce monsieur a été élu, toute cette coalition qui s'est organisée contre lui, on a l'impression qu'elle continue et que ce qui se passe à la CPI aujourd'hui n'est que le prolongement naturel de cette violence inutile qui a été faite sur quelqu'un parce que tout simplement il avait des idées progressives pour son peuple. Et bon, pour nous, c'est cette injustice qui continue et il faut la dénoncer à chaque fois que nous avons l'occasion, il faut la dénoncer.
parce que ça ne correspond plus à une logique judiciaire, ça correspond de plus en plus à un harcèlement, à une même persécution, et ce n'est pas acceptable. Et les expressions, j'emploie ces mots à dessein, ce n'est pas acceptable, cette persécution. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a 75 ans, 31 mai, il a 75 ans, et le maintenir alors qu'il a été acquitté. Parce que le bureau procureur était incapable de prouver la moindre des charges, et qu'on le maintienne dans ces conditions-là, et qu'on expose sa vie dans ces conditions-là, ce n'est pas acceptable, et il faut le dénoncer. Alors, nous, ce qui se passe à la CPI, est le prolongement naturel de ce qui a commencé en 2002, c'est-à-dire finir avec le Rwanda d'une façon ou d'une autre. Je vous parlais justement de la Cour pénale internationale et il faut constater, Justin Koné-Katina, que dans la même veine, à l'audience en appel du 6 février, le gouvernement ivoirien s'est ouvertement prononcé sur s'est opposé, j'allais dire, sur son retour à la Côte d'Ivoire. Et selon vous, quel impact cela pourrait avoir sur la réconciliation nationale? C'est objectif, c'est ostentatoire qu'une telle décision, cette impulsion du gouvernement ivoirien, de toute façon, on le voyait déjà. Peut-être il y a à un temps passé, il le faisait par sous-traitance. Certainement, ces sous-traitants sont fatigués et il est obligé de monter au créneau lui-même pour défendre sa position. Mais nous savons tous que cela fragilise la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se les cache. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire, il faut être constant. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire court derrière la réconciliation. Et le point essentiel de la réconciliation en Côte d'Ivoire, et tout le monde le dit, ce n'est même pas moi qui le dis, tous ceux qui ont fait des enquêtes d'opinion disent la question du retour du président Laurent Gbagbo est le point essentiel de la réconciliation. C'est la clé de la réconciliation. Donc on ne peut pas dire nous voulons aller dans une maison qui est la réconciliation et puis jeter la clé ou du moins se cacher à soi-même la clé. Ce n'est pas acceptable. Et donc c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette décision du gouvernement ivoirien d'aller à la CPI pour exiger, demander que le gouvernement acquitté devienne un parricide ou un apatride ou un exilé, c'est anticonstitutionnel. C'est contre comment on pourrait appeler ça? C'est même contre la réconciliation. Je vais faire une précision sur ce point parce que nous prions beaucoup. Chacun se le prie tous les jours. Nous prions. Dieu envoie la réconciliation. Dieu nous envoie la réconciliation. Mais Dieu ne peut pas envoyer la réconciliation si nous ne sommes pas honnêtes. Je vais être franc avec vous. Quel est ce peuple qui peut accepter que Blaise Compaoré, qui est un acteur actif de la chute de Laurent Gbagbo, de la déstabilisation du régime de Laurent Gbagbo, soit en Côte d'Ivoire, et que Laurent Gbagbo, on lui interdit de vivre dans son pays? Quelle est la logique? Quel est ce Dieu qui accepterait une telle prière? Quel est ce Dieu qui accepterait une telle injustice? Moi, je suis réfugié et je ne suis pas condamné le fait que mon pays accepte des réfugiés. Je dirais que je les encourage, mais il faut être conséquent. Ce n'est pas une situation acceptable. Le Ghana où je suis, et qu'il y a beaucoup d'étrangers, des réfugiés, je ne vois mal le Ghana qui y aurait des antécédents avec un voisin quelconque et qui décide de recevoir ce voisin sur son territoire et d'envoyer soit relief ou soit hors du Ghana. Ce n'est pas acceptable. Ce qui ne peut pas être accepté par l'homme, ne pensez pas que Dieu peut l'accepter. Donc nos prières doivent être conséquentes. Ce que je dis, je n'ai rien contre Blaise Compaoré, mais j'estime que c'est un exemple que je dois vous dire comment c'est choquant l'approche de Ouattara devant la CPI. Alors, justement, la longueur de cette procédure en appel, est-ce qu'elle ne fait pas craindre quand même une forclusion du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020? Honnêtement, je ne pose même pas le problème en termes de forclusion. Tu vois, c'est ça qui est la question fondamentale. On a fini par oublier qu'il s'agit d'un humain, comme vous et moi, qui a des amis, qui a ses enfants, qui a ses amis, qui a ses amis de toute la vie, qui a ses parents, ses soeurs, frères, oncles, qui le voient comme vous et moi, et qui souhaiteraient qu'il soit là avec eux. Donc, et il a 75 ans le 31 mai. Donc, moi, je ne vois même pas le problème en termes d'élection.
Il y a longtemps, dans ce combat, je me suis départi de l'homme politique. C'est vrai que nous tous, nous souhaitons que c'est notre leader qui soit là, mais de grâce à ce problème, ne le posons pas en termes de délai politique, posons en termes d'humanitaire, d'humanisme. Est-il est normal, humain, qu'on puisse demander à quelqu'un qui a 75 ans, acquitté, et qu'on le maintienne, qu'on refuse qu'il vienne chez lui au pays. Imaginons un Sénégalais, c'est notre papa, que c'est notre oncle, c'est notre mari, c'est notre grand frère ou petit frère. Imaginons un instant que ce soit ça. Si nous arrivons à faire cette imagination et de partir de Laurent Gbagbo comme politique, alors nous comprendrons la profondeur de l'injustice et le caractère inhumain du traitement qui lui est fait. Très bien. Alors, est-ce que vous avez l'impression, puisque nous allons aller un peu plus rapidement, vous avez l'impression que votre parti a suffisamment fait pour la libération de Laurent Gbagbo? Oui, c'est une question. Au début, non. Au début, il faut que je sois honnête. Il y a eu des manifestations parce que justement, sur cette question-là, effectivement, la question a été vue tous les sous-plans politiques. Les personnes ont pensé que leur temps était arrivé, Laurent Gbagbo n'étant plus là, les cadres n'étaient pas là, leur temps était arrivé. Mais tous ceux qui ont emprunté ce chemin sont arrivés à la même fortune, c'est-à-dire à l'infortune, c'est-à-dire à l'échec. Et aujourd'hui, nous revenons vers l'essentiel de cet élément-là. Voyez-vous, cela est important pour que notre compréhension, pour que nous comprenions cette autre des choses. Laurent Gbagbo est notre leader. Il incarne, et j'espère que le mot, il incarne la forme de combat de notre vision. On ne peut pas détacher Laurent Gbagbo de notre combat, de notre vision. Voyez-vous, je vous dis quelque chose. Quand on parle de l'erreur des peuples d'Israël, d'Égypte, quand ils sont partis d'Égypte dans le désert, ce n'est pas parce qu'ils étaient nuls en orientation. Mais dans la réalité, l'erreur est due au fait que pendant tout ce temps, ils ont contesté le leadership de Moïse. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, au lieu de faire bloc autour de leur leader, ils ont contesté son leadership. Mais à chaque fois que vous menez un combat politique qui arrive, où il y a une vision parfaite à un moment donné, et chaque combat politique arrive, devient intéressant et produit des effets positifs, lorsque nous arrivons à une situation où il y a une fusion entre le leader, la population et la vision du combat. C'est comme ça qu'on réussit. Malheureusement, nous avons raté ce coach au départ. Aujourd'hui, nous essayons de le faire et ça m'a agi contre nous. Non seulement le pouvoir d'État lequel nous ne l'avons pas eu, en plus, nous sommes fragilisés davantage. Et finalement, je pense qu'il est temps et je souhaite que chacun de nous ait tiré la leçon de cet échec passé et que nous fassions un bloc autour de notre leader, parce que c'est la seule condition qui nous permettra de gagner ensemble. Alors, Justin Koné-Katinan, deuxième axe de cet entretien et certainement le dernier axe. Quelle est votre opinion sur la non-candidature du président Alassane Dramane Ouattara, annoncée par lui-même d'ailleurs, c'était le 5 mars dernier. Et dans la foulée, quel bilan vous faites de lui et pourquoi pas sur son choix dans l'alternance au sein du RHDP, à savoir monsieur Gon Coulibaly, voilà. Écoutez, premièrement, je me suis déjà prononcé sur cette question. Pour moi, c'est un non-événement. La non-candidature de Ouattara est un non-événement. Oui. Ouattara ne pouvait pas être légalement candidat et il n'avait plus les moyens de faire un passage en force. Parce que celui qui l'était, il avait deux forces. Il s'appuyait sur deux forces. Il avait le PDC, qui est un ancien parti qui a un ancrage national quand même assez important, qui lui a donné donc l'onction. Et il avait Soro Guillaume qui était son chef des opérations guerrières. À partir du moment où il a perdu ces deux tendances-là, Ouattara était affaibli. Si Ouattara avait réussi le parti unifié en gardant toutes ces deux manettes dans ses mains, il allait vouloir faire le partage en force. Donc pour moi, c'est un non-événement. Il a fait de la bonne communication, c'est des bonnes guerres. Pour s'aménager une sortie, c'est des bonnes guerres. Par contre, ce que nous n'acceptons pas, et ça je le dis ouvertement, c'est sur les trucs populaires et constitutionnels qu'il en prend. On n'arrive pas à comprendre au nom de quel courant, au moment où lui-même sort dans 7 mois de la vie publique, de la direction de l'État, au nom de quel principe il peut lui se permettre, alors qu'il s'apprête à partir du pouvoir, à partir de la gestion de l'État dans 7 mois, au nom de quoi
doit-il entreprendre des révisions continuelles qui engagent tout un pays. Et de façon assez particulière, il demande une adoption par le Parlement, par le Congrès. Je vous rappelle que le Sénat, 33%, le tiers du Sénat a été nommé par Ouattara. Mais nous sommes dans quel... Ce n'est pas acceptable. Ouattara ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire un légo géant. Où chaque matin, il se lève, il fait un chiba, il fait, avec ça, il dessine. Le soir, à midi, il fait une girafe, il fait, à 18h, il fait un triangle, il le fait avec. Donc, on ne peut pas accepter. Et je ne vois pas pourquoi la CEDEAO, qui a été très dure, qui semblait très dure avec Alpha Condé, puisse être amorphe vis-à-vis de Ouattara, qui entreprend des révisions constitutionnelles antidémocratiques, c'est-à-dire qui ne constituent même pas le peuple. Ce n'est pas acceptable, ça. Alors, maintenant, leurs candidats, ça c'est leur problème cuisine à eux. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les cuisines à eux. Oui. Nous n'avons pas à choisir qui va être les candidats. Tout ce que nous leur demandons, nous, c'est tout simplement qu'ils organisent les conditions des élections transparentes et qu'ils n'utilisent pas la Constitution pour se donner des avantages indus pour leurs candidats ou alors pour se donner un passage qui serait antidémocratique. Parce que forcément, nous sommes en politique, la révision de Ouattara comporte certainement à une portée politique profonde, à une portée politique profonde. Nous devons chercher à savoir quelle est cette portée, pourquoi il tient à réviser cela. Évidemment, il ne le fait pas parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il a un intérêt particulier. Et c'est cet intérêt-là que de façon unie, les Ivoiriens ne nous battent pour que cet intérêt particulier que Ouattara ne puisse pas prospérer. Et deuxièmement, qu'on organise les élections dans les conditions transparentes. Le reste de leur choix de candidature, ce n'est pas notre problème. Alors, deux dernières questions, et là nous retournons dans le FPI. Que pensez-vous, que dis-je, en cas d'absence du candidat, du président du parti, Laurent Gbagbo, quelle serait l'alternance qui s'offre aujourd'hui au Front populaire ivoirien? Notre parti est un parti suffisamment organisé. Et nous avons un leader qui a une très grande connaissance politique. Moi, je ne fais aucune crainte, je ne manifeste aucune crainte, je n'ai même aucune crainte quant à la solution à ce problème. Je ne l'envisage même pas. Donc je ne suis même pas dans ces doubles hypothèses où Gbagbo va venir, si je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mon combat politique va au-delà de ça. Et j'estime que si cela devait arriver, c'est lui notre leader, nous faisons lui confiance. Il a toute l'intelligence qu'il a. Et nous avons au sein du parti des personnes assez intelligentes, la vice-présidente, le secrétaire général du parti, et beaucoup de cadres du parti peuvent se réunir. Et nous allons trouver l'orientation qu'il nous faut pour que nous puissions sortir d'une façon ou d'une autre vainqueur de cette épreuve. C'est ça qui est le plus important pour nous. Faisons confiance pour nous. Ça, c'est vraiment important. Alors justement, une dernière question. À tort ou à raison, on vous confie parfois un rôle, on vous attribue, j'allais dire, un rôle déterminant au sein du parti. C'est tout à fait normal vu le parcours. Mais aujourd'hui, comment avance la réconciliation au sein du FPI lui-même? Vous m'avez demandé une question à laquelle je n'ai pas répondu, le bilan de Ouattara. Tout à fait. Moi, il s'en va. Oui. Moi, le bilan de Ouattara, eu égard à la bonne fortune dont il a bénéficié, à laquelle il n'a pas contribué, d'ailleurs, à laquelle, par contre, il a tout fait pour retarder par tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire. Pour moi, le bilan de Ouattara est un échec. Il est un échec total. Au niveau de la réconciliation, alors ça, il n'y a rien à dire, c'est totalement zéro. En termes de l'ordre, c'est vraiment un échec total consommé. En termes d'économie, ce qui semble être flatté, qui risque de se flatter, c'est encore catastrophique. Je rappelle que le stock de la dette de la Côte d'Ivoire, qui est l'élément le plus dangereux pour nous, qui est la situation la plus dangereuse, compromettante pour nous, a fait un bond de 2012, lorsque nous sommes arrivés au point d'achèvement du programme PPTE, initié par le président Laurent Gbagbo en 2009. Nous sommes là en 2012. La dette de la Côte d'Ivoire était tombée pratiquement en dessous de 2400 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, les statistiques sont floues, mais tantôt on parle de 12 000 milliards, mais moi je pense qu'il y en a plus. Mais ça nous fait un bond de plus de 450% en moins de 6 ans. Donc tous les acquis de sacrifice entamés par le président Laurent Gbagbo ont été consumés en 6 ans. Et nous
nous sommes retombés dans l'endettement, sans que véritablement rien n'ait changé dans les fondations de notre économie. Pour moi, c'est un échec. Alors, justement, Alors, deux questions. oui, la dernière, c'est justement sur la réconciliation au sein du Fonds populaire ivoirien. Écoutez, je pense que il faut que nous fassions une petite histoire rapide pour comprendre ce qui s'est passé entre nous. Lorsque nous arrivons au pouvoir, la question de FPI en tant que parti progressiste qui s'installe en Côte d'Ivoire, qui est le précaré de la présence, je dirais, france-africaine en Afrique, a été un choc pour certains centres de décision. Donc l'idée de casser à la fois le Laurent Gbagbo de FPI est une idée constante. Et lorsque nous sommes tombés, après ce coup d'État long de 10 ans, nous sommes tombés en 2011, le 11 avril 2011, évidemment, il a été question à un moment donné de voir dans quelle possibilité on doit bannir le FPI. Cela n'a pas été possible parce que les gens avaient un peu peur, avaient assez peur. Rappelons-nous quand même des déclarations de Choi qui disait qu'il était le représentant pendant cette période, le FPI est mort. Donc, des dispositions ont été prises par ceux qui avaient cette intention, à défaut de bannir le parti, de le détruire à l'intérieur. Nous avons résisté. Et nous sommes arrivés au stade où chacun reconnaît le président Laurent Gbagbo comme étant le leader. Donc, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix que d'aller à la réconciliation. Le prétexte que les uns et les autres avaient, en disant non, Gbagbo, non, laissez-le. Depuis 2011, nous entendions ça. On va prendre le pouvoir et après, ça va faciliter son retour. Ça ne marche plus, ça ne peut plus prospérer parce que Laurent Gbagbo s'est battu avec les Ivoiriens qui l'ont accompagné et ses avocats pour être arrêtés le 15 janvier. Son retour n'est qu'une question de temps. Donc personne ne peut aujourd'hui utiliser ça comme étant un moyen de chantage ou du moins un monnaie d'échange. Ça ne passera pas du tout. Donc, vu dans tout ça, nous avons intérêt à cacher nos prétentions que nous avions. Nous avons échoué, chacun avec des prétentions, pour revenir à la réconciliation sous l'arbitrage de Laurent Gbagbo. Et je l'ai dit que nous sommes arrivés, nous allons y arriver, parce que les personnes qui conduisent ces négociations sont des personnes d'une grande qualité chez nous. Hubert Oulaye, qui est le président du comité du contrôle, c'est quelqu'un de très grande qualité. Assoir a une bonne expérience syndicale, donc il sait négocier. Il y a beaucoup de cadres, et aujourd'hui, c'est une volonté partagée par tous, et une instruction du président Laurent Gbagbo d'aller à la réconciliation. Nous devons aller à la réconciliation, taire nos prétentions, parce que de toute façon, nous avons exprimé nos prétentions, et chacun sait aujourd'hui et qu'il faut quand le prend Laurent Gbagbo. Donc mieux vaut nous aller à la réconciliation avec lui. Voilà ce que nous retenons donc de cet entretien. Merci à vous, Justin Koné Katinan. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité, merci pour tout. Et bien sûr, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était l'entretien avec Justin Koné Katinan, ex-ministre du budget sous Laurent Gbagbo, vice-président du Fonds populaire ivoirien et bien sûr porte-parole du président Laurent Gbagbo. On se retrouve donc très bientôt pour un autre entretien. Afrique Média, le monde, c'est nous.